La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le lundi 12 mai 2025, ça s'appelle Tout est négociable. Les avancées promises par la Chine et les États-Unis après leur week-end suisse dédié aux négociations sur les droits de douane font le bonheur des investisseurs. C'est le dialogue le plus chaud du moment, même si d'autres tractations ont émaillé les dernières 48 heures et pas des moindres, on en parle juste après. La semaine sera rythmée par quelques indicateurs économiques de poids qui vont s'intercaler, probablement en tout cas entre quelques déclarations fracassantes du président des États-Unis. Ça négocie donc de partout. Les USA et la Chine ont discuté en Suisse de l'avenir de leurs relations commerciales. L'Inde et le Pakistan ont mis en place une trêve dans leur contentieux frontalier. Les USA et l'Iran ont discuté de nucléaire à Oman et la Russie et l'Ukraine vont parlementer en direct, c'est-à-dire Poutine vs Zelensky en Turquie le 15 mai. C'est donc l'ère des négociateurs et sur les marchés aussi, puisque les marchés après tout c'est un monde de traders. Le commerce qui a le plus la cote actuellement en bourse, c'est de revenir à l'achat sur des valeurs technologiques qui ont connu une mauvaise passe. Les investisseurs reprennent donc du Nvidia, du Broadcom et du Microsoft, ils continuent à acheter du Palantir. En effet, quand on chasse le naturel, il revient au galop. Et actuellement, la valorisation n'est pas le plus important, on joue clairement le scénario, en l'occurrence le scénario du pire qui est passé et celui de la négociation tous azimuts donc. Les investisseurs ont même un brin d'esprit contradictoire puisqu'ils posent ce genre de questions, si les États-Unis n'entraient pas en récession et si la fermeture des frontières n'entraînait pas de hausse de prix aussi forte que prévu. Le goût du risque est donc revenu, même si ce risque est clairement plus élevé qu'il ne l'avait été depuis longtemps. Ce qu'il faut retenir, c'est que les investisseurs n'ont pas totalement perdu la foi dans les incantations de Donald Trump, sinon ils n'achèteraient pas. Ils accordent en fait leur confiance à Scott Bessent, à qui la Maison-Blanche semble avoir donné les clés du camion économique. Les stratèges des grandes banques d'affaires sont d'ailleurs complètement déboussolés, ils ont commencé par viser la lune fin 2025 pour les actions, puis ils ont sabré dans leurs prévisions sous le coup de la panique, et depuis la mi-avril, ils commencent à relever le curseur. Et là vous allez me dire, à quoi ça sert de fixer des objectifs pour la fin de l'année si c'est pour les ajuster tout le temps? Je ne répondrai pas à cette question, mais je suis d'accord avec vous. Alors que les stratèges se contorsionnent pour donner un cap à des marchés volatiles, il y en a un qui ne bronchait pas beaucoup jusqu'à la semaine dernière, c'est Warren Buffett. J'ai d'ailleurs une petite pensée pour lui ce matin, puisqu'à en croire la pluie d'articles quasi nécrologiques ayant suivi l'annonce de son départ à la retraite, le papy le plus célèbre de la bourse s'est probablement demandé s'il était mort. Peut-être d'ailleurs a-t-il souri en repensant à la célèbre boutade de Mark Twain, publié en 1897 après une rumeur un petit peu trop enthousiaste à son endroit, les nouvelles de ma mort sont grandement exagérées. D'ailleurs, Mark Twain tiendra bon encore 13 ans puisqu'il n'est décédé qu'en 1910. Buffett, pour sa part, a souligné à l'occasion de l'annonce de son futur départ à la retraite les risques inhérents à la politique américaine actuelle, des craintes d'ailleurs que le marché des actions ne partage pas, mais que d'autres compartiments financiers continuent à prendre en compte. C'est le cas évidemment du marché obligataire. Le rendement de la dette américaine reste haut perché et l'indice de la peur aussi. D'ailleurs, le VIX, il a du mal à passer sous la barre des 20 points, même s'il est nettement plus bas qu'il ne l'était il y a quelques semaines. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que pour le moment, ce sont les haussiers qui font le plus de bruit. Quelles sont les infos qu'il ne fallait pas rater pour bien commencer la semaine? Comme évoqué précédemment, ça négocie donc de partout, mais l'info majeure vient de Suisse où les États-Unis ont fait état de progrès substantiels avec la Chine sur la question commerciale. Alors là, pas fantastique ou incroyable, mais substantiel, c'est un terme qui est étranger à la sémantique trumpienne, et évidemment puisque c'est Scott Bessent, encore une fois, qui l'a utilisé hier, et c'est probablement un signal favorable, pas trop d'emphase, mais du concret. Pékin a même annoncé qu'une déclaration commune avec Washington sera publiée aujourd'hui, on demande à voir. Dans le domaine macro, en Chine, les prix à la production continuent à se contracter pendant que l'inflation fait un retour minimaliste en avril. On revient aux États-Unis avec le département du commerce américain qui a annoncé vendredi avoir ouvert une enquête de sécurité nationale sur les importations d'avions commerciaux, de moteurs à réaction et de pièces détachées. C'est une nouvelle qui est peu enthousiasmante pour des groupes comme Airbus ou Safran et tous les sous-traitants de l'industrie aéro, même si le complexe aéronautique et même les acteurs américains d'ailleurs tentent d'expliquer que c'est stupide. Donald Trump a confirmé par ailleurs qu'il signera un décret pour réduire les prix des médicaments sur ordonnance et des produits pharmaceutiques de 30 à 80% sur le principe de la nation la plus favorisée, c'est-à-dire le même prix que le pays qui paye le prix le plus bas dans le monde. Ça ne devrait pas arranger les affaires du secteur pharma qui a déjà été malmené ces derniers jours à la suite de rumeurs de tour de vis de l'administration Trump. Sur l'agenda éco de la semaine, c'est assez chargé. Mardi, les regards vont se tourner vers l'inflation américaine d'avril. Jeudi, le Royaume-Uni ouvrira le bal avec son
son PIB du premier trimestre. Ce sera suivi des ventes de détail et de l'indice des prix à la production aux États-Unis. Jérôme Powell prendra d'ailleurs lui aussi la parole à Washington jeudi. Enfin vendredi, direction l'Asie avec la croissance japonaise avant de revenir aux États-Unis pour l'indice préliminaire de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan. Sur l'agenda des sociétés cette semaine, la saison des résultats touche à sa fin. Environ 90% des entreprises du S&P 500 ont déjà publié leurs chiffres. Le calme n'est pas encore total. On attend notamment Cisco, Walmart, Alibaba, Allianz, Richemont, Applied Materials ou encore Deutsche Telekom qui devraient mettre un petit peu d'animation sur les marchés. Du côté de l'Asie-Pacifique ce matin, les places financières sont toujours portées par la perspective d'une avancée dans les relations commerciales entre la Chine et les États-Unis, mais on n'a pas de grandes envolées. Les gains sont même assez modestes au Japon et en Australie, un petit peu plus substantiels pour reprendre un adjectif au goût du jour en Corée du Sud, à Taïwan et en Chine. Du côté de l'Inde, plus 2,8 et du Pakistan, plus 8,8% ont fait le cessez-le-feu. Les indicateurs avancés occidentaux, ils sont nettement haussiers pour démarrer la semaine. Dans l'actu des entreprises, en France d'abord, Antonio Filosa, candidat interne chez Stellantis, émerge comme principal prétendant au poste de CEO du groupe automobile selon plusieurs sources. Bristol Myers Squibb et Sanofi ont signé un accord transactionnel à 700 millions de dollars avec Hawaï pour mettre fin à un contentieux sur la notice du Plavix. Danone va prendre le contrôle de Kate Farms, une entreprise américaine de nutrition médicale. Technip Energy lance un petit programme de rachat d'actions pour garnir son plan de rémunération en titres. Valneva annonce la suspension provisoire aux États-Unis de son vaccin contre le chikungunya pour les plus de 60 ans. L'agence européenne du médicament l'avait recommandé pour les plus de 65 ans. Enfin, CGDIM a un projet de transfert de ses actions sur Euronext Growth Paris. Ailleurs en Europe, le Zepbound d'Eli Lilly surpasse le Wegovy de Novo Nordisk en matière de perte de poids lors d'un essai clinique rendu public par l'américain hier. Unicredit a publié un bénéfice net trimestriel supérieur aux attentes. Le fonds souverain norvégien a levé son exclusion d'investissement concernant le groupe énergéticien allemand RWE. Volkswagen a rappelé environ 90 000 véhicules aux États-Unis en raison d'un risque d'incendie. Evonik dépasse les prévisions au T1. Taycan espère une embellie sur la seconde moitié de l'année et Formicon confirme ses prévisions. Du côté de l'Amérique du Nord, les trois grands constructeurs automobiles de Détroit, c'est-à-dire Ford, GM et Stellantis, critiquent l'accord commercial conclu par Trump avec le Royaume-Uni. OpenAI négocierait avec Microsoft pour débloquer de nouveaux financements et préparer son introduction en bourse selon le Financial Times. Google a éteint une action au Texas sur la confidentialité des données pour 1,38 milliard de dollars et l'attribution arbitraire d'un contrat à Workday par le Doge a été annulée. On a aussi la société minière canadienne Pan American Silver qui va acquérir Mag Silver pour environ 2,1 milliards de dollars. Sur l'agenda des publications en Amérique du Nord, Constellation Software, Simon Property, Energy, Fox Corporation, Novelis et Davita. Ailleurs dans le monde, CATL va finalement lancer aujourd'hui son IPO à Hong Kong pour un montant d'au moins 4 milliards de dollars. Aramco a réduit son dividende de 10 milliards de dollars et Yes Bank était en hausse en Inde après l'accord d'achat de 20% du capital par Sumitomo Mitsui. Les principales publications du jour dans le monde, Petrobras, Banco BTG Pactual, Suzuki, Oryx, Mitsubishi Estate, Asahi Group, Tata Steel ou encore Banco do Brasil. Voilà, c'est terminé pour ce point de marché du jour. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous.